Est-ce que on peut encore se lancer sur le marché américain après avoir lancé pendant des années sa boîte française? Et Nico, est-ce que tu crois pas qu'il y a eu aussi, à post-pandémie et pendant la pandémie, aussi cette sorte de mythe qu'on puisse créer maintenant des boîtes de n'importe où? Maintenant, c'est pas parce que tu utilises les hacks que tu vas être meilleur. Ça devient un table stake, quoi. Par contre, ce qui a changé, c'est la mouvance, les entrepreneurs qui viennent. Il y a 3-4 ans, c'était la grosse vague crypto. Et ben honnêtement, il y a plein de boîtes dans lesquelles on n'investissait pas parce que c'était truand. Je sais pas quelle est la difficulté en France, mais je me rappelle à l'époque, il y avait beaucoup de project management inclus dedans. Et alors que ça ne devrait pas en faire partie du tout. Le rôle pour moi de project manager, c'est t'as un flou et c'est regarder en fait éclaircir le flou. Cet usage de l'IA qui se systématise dans la fonction produit, est-ce que finalement ça va pas retirer un petit peu d'innovation et de créativité? C'est-à-dire qu'on voit des produits de plus en plus qui se ressemblent les uns les autres. T'as un produit, le sales le vend et le reste c'est du gras. Là on recrute un VP marketing chez nous et donc je vois plein de marketing leadership, des profils comme ça. Et il y en a plein où je vois, mais c'est une de mes questions, c'est clair, comment vous testez, qu'est-ce que vous faites au niveau de l'AI? Et il y en a plein où je vois que ils font que le one-on-one, quoi. Hola hola amigos, super content de pouvoir démarrer cet épisode spécial entre Clé de voûte et Silicon Carlé depuis San Francisco. Carlos de Silicon Carlé basé ici m'a invité parce que ça fait moi quelques jours que je suis ici avec mon cofondateur pour parler à plein de CEO, CPO, PM. Et justement, on va parler aujourd'hui product, entrepreneuriat, IA avec Carlos qui nous a dégoté deux super invités. Deux super invités. Je suis super content de te retrouver ici à San Francisco. On se connaissait pas. Quand tu m'as dit que tu venais, c'est David qui m'a contacté. J'ai dit mais attendez, on fait un podcast ensemble. J'adore Clé de voûte, c'est un podcast sur le product que j'écoute et on va parler de product et j'ai vraiment besoin de toi là-dessus. On va aussi parler d'entrepreneuriat. On est dans les locaux incroyables ici de Be My App à San Francisco. C'est un lieu qui est en train de se créer, c'est absolument génial. Je pense que je vais poser mes bagages ici. C'est trop chouette. Et donc, on va recevoir deux entrepreneurs absolument incroyables. Vous les connaissez. Le premier, c'est Nicolas Dessaigne. Nicolas Dessaigne, moi, je l'ai connu à l'époque d'Exalid. Ça remonte à un sacré bout de temps. Depuis, il a fait du chemin, le coco. C'est lui qui a créé Algolia, bien évidemment. Et puis, maintenant, il est partenaire chez YC. On va parler de YC. J'ai plein de questions à lui poser sur YC. On va voir si c'est encore l'accélérateur numéro 1 dans le monde. On va essayer de le challenger un petit peu là-dessus. Et puis, le deuxième entrepreneur, c'est Jean Lafleur. Alors là, c'est un pote. Là aussi, lui aussi, je le connais depuis très longtemps. À l'époque de Stream Nation, on partageait des locaux ensemble à San Francisco. Et c'est le cofondateur aujourd'hui d'Airbyte. Airbyte qui fait partie de mon anti-portfolio puisque je n'ai pas pu investir dans Airbyte puisque mon fonds n'était pas prêt. Et ce con, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé Airbyte et aujourd'hui, la boîte vaut 1,5 milliard de dollars. L'occasion pour moi de lui dire merci aujourd'hui. On les retrouve tout de suite, Nicolas et Jean. Nicolas, Jean, bienvenue. Merci. Bon, vous êtes content d'être là? Carrément. C'est un plaisir. On est vendredi, c'est le week-end, donc bientôt la quille. Pour l'instant, on est content. On verra à la fin. Ouais, tu vas voir à la fin. On va voir ça. En fait. Donc, on vous a préparé un tas de questions à vous poser. On va parler de la différence entre la France et les États-Unis. Ça, c'est un sujet qui... J'adore. C'est toi la France et nous les États-Unis. Écoute, on peut le faire comme ça. Donc voilà, on va parler de ça. On va parler aussi d'entrepreneuriat en 2024 et qu'est-ce que ça change. Et il y a des nouveautés. Qu'est-ce que c'est que d'être un start-upper en 2024 ? Puisque vous êtes des vieux de la vieille, maintenant, vous êtes des gorilles cendrés. C'est un peu ça, ouais. J'ai beaucoup de cheveux. Ouais. Donc, on va parler de ça. Et puis, on va bien évidemment parler de product avec Tim et puis d'intelligence artificielle, je suppose. Moi, j'avais envie de vous poser une question pour commencer sur justement les US. Je suis sûr que je connais la réponse, mais je l'ai oubliée parce que je vous connais depuis tellement de temps. Mais quelle a été la décision pour vous de venir aux États-Unis? Ça s'est passé quand? Quel était le... Tu vas, Jean? Ouais. Alors, moi, c'était Stream Nation en fin 2012 et c'était simplement où était le marché. Ouais. Et rappelle-nous, Stream Nation, ça faisait quoi? Stream Nation, c'était l'idée originale, c'était de créer une sorte de iTunes où tu pouvais faire de la VOD, donc louer des films, louer tes séries. C'était Netflix avant Netflix? Non, c'était du coup la location on payait. Donc déjà, on n'était pas parti dans le bon sens, tu vois. Et avec un élément social et d'algorithmie par-dessus. Et donc, notre marché, c'était principalement ici, quoi. Ouais. Et donc, la décision était vite prise. Ouais. Tu avais créé ça avec Jonathan Benassaya. Exactement, qui a été le cofondateur de Deezer. Ouais. Et qu'on a revendu en 2016 à une société américaine, petite sortie, quoi. Et avant ça, tu étais où? Avant ça, j'ai fait ma première boîte, elle a duré 6 mois. C'était ma première expérience d'entrepreneur juste après l'école d'ingénieur, où on avait construit une plateforme
une application de ski qui était basée sur les De ski. de ski. Sur D'accord. comme ça, tu peux voir où étaient tes amis, tu peux voir qu'est-ce qui était ouvert et tout ça. Ouais, c'était le Zenly du ski. Si tu veux, ouais. Et donc, à l'époque, on avait construit ça à partir des données de la d'une société qui s'appelle Miplan. Et à un moment donné, au bout de 6 mois, Miplan nous a dit oh, mais on adore ce que vous faites. Ouais, on va le faire. Voilà, on va le faire ou vous nous la vendez et c'est nous qui avons la donnée. Ok. Donc, on a compris qu'on n'avait aucun pouvoir de négociation. Ouais. Donc, j'ai appris à ce moment-là, tu ne construis pas faut jamais que Jamais tu sois dans le dépendant de la jardin des plateforme. autres. Voilà, exactement. Ouais. Donc, ça a été rapide. Et donc, ça, c'était la deuxième startup avec Jonathan en venant ici. Ouais. Et là, Ok. je suis à la 4e avec Arbite. Ok. Nico, Quelle histoire. Écoute, nous on s'était rencontrés à Paris à l'époque. avant Algolia, ouais. Dassault Systèmes Ouais. venait de racheter Exalid. Exalid. Et, Ça fait un bail. Ouais. Ouais, je suis resté à Exalid 2 ans. Et en fait, quand on a créé Algolia, comme on faisait cette API de search pour développeurs, notre marché était de façon assez évidente, globale. Mhm. Développeurs dans le monde entier travaillent en anglais. Et du coup, on a décidé à ce moment-là de ne travailler qu'en anglais. Ouais. Donc, il n'y a jamais eu un mot de français sur le site. Ouais. Donc, c'était obvious. Désolé, je vais avoir des anglicismes. Ouais. Jean-Claude Van Damme sort de ce corps. Désolé. Et en fait... Non mais t'as le droit ici, il n'y a pas de problème. Merci. On est aux US. Et hein. dans Silicon Carnet, si tu fais trop d'anglicisme mystérieux, on a au montage François le Français qui arrive. Il Vous vous rappelez de François le Français? Non. C'est quoi ça? D'Omar et Fred? Quel passage Ah ben, ils avaient un personnage qui s'appelait François le Français qui disait on est français, on parle oui, français. j'ai entendu. Je pense qu'il va pouvoir le faire intervenir souvent. ce Ouais, soir. c'est clair. on va voir avec vous les gars. Toujours est-il qu'ensuite, ensuite on applique à YC, on candidate à YC, Ouais. et on n'est pas pris la première fois, on est Ouais. pris la deuxième fois, on finit par faire YC début 2014. À la fin de YC, se pose la question de où est-ce qu'on localise la boîte. Ouais. Et à ce moment-là, mon cofondateur allait avoir son deuxième enfant, 2 mois plus tard, un truc comme ça. Donc il y avait no way qu'il puisse déménager ici juste à ce moment-là. Et on était encore trop petits pour diviser l'équipe en 2 avec 9 heures de décalage horaire. Donc le modèle cross-border qu'on connaît aujourd'hui, Ouais. à l'époque, c'était... Non, tu c'était l'as possible. pas mais, envisagé? on était 6, on l'a envisagé. On a décidé de ne pas le faire parce qu'on était trop petits. On a besoin d'être ensemble, de pouvoir discuter, Ouais. pour innover, pour expérimenter, brainstormer, tout ce que tu veux. C'était trop difficile à distance. Du coup, on est tous rentrés à Paris en 2014. Et dès ce moment-là, on avait comme plan de venir ici l'année suivante. Mhm. Entre les deux, il s'est passé un peu plus d'1 an. C'était back and forth, beaucoup de voyages. J'ai fini par passer presque un tiers de mon temps ici pendant ce temps-là. Mm. Été 2015, je finis par déménager, créer le bureau ici. Et c'est reparti, mais de l'autre sens. Donc là, je passais un quart de mon temps, mais à Paris. Ouais. Et donc, c'est voilà comment s'est passée la transition. Mais tu disais que vous avez commencé en écrivant en anglais, donc il y avait Ouais. déjà cette vocation de venir aux US à un moment ou juste en fait, parce que culturellement, le Ouais. public aussi que vous desserviez était des devs qui bossent en anglais. C'était plutôt le côté culturel dev. Ok. C'était assez évident pour nous que le marché était principalement américain, et donc il y avait cette possibilité qui était dans l'air. Tous les deux, on était complètement OK pour déménager, mais il fallait un trigger. Et ce trigger est venu avec YC, et en fait, à ce moment-là, il y avait ce bébé qui allait arriver, qui a bloqué le déménagement de Julien. Et l'argent? L'argent n'a jamais été, parce qu'au moment où on a fait YC, on avait déjà levé, Ouais. donc l'argent n'a jamais été la question. Vous aviez levé combien à l'époque? On avait levé 1,2 million d'euros en été 2013. Ouais. Donc avant YC. Ce qui correspond aujourd'hui à une levée de 5 ou 6 millions. Ouais, ou 20, ce que tu veux, mais Ou 20. non, j'exagère. non, peut-être pas à ce point-là. Et à la fin de YC, on a levé ce qu'on appelle une seed extension. En fait, on n'avait Ouais. pas besoin de lever, mais on avait l'opportunité de lever à la fin de YC. Et du coup, on a juste levé un moins 1,3 million de dollars on top, juste pour onboarder, pour accueillir quelques investisseurs américains au capital. Et on t'avais a fait des notre investisseurs, série après. t'avais des investisseurs français au départ? Au départ, j'avais du français, allemand, anglais. Et c'était leur expliquer, c'était dès le départ, ils le savaient que vous étiez dans une approche US, ça leur causait pas de problème ou t'as dû... Ils savaient qu'on avait une approche globale. Ouais. On n'avait pas discuté lors du premier seed d'un déménagement. Ouais. Par contre, j'ai déménagé après la série A, et pendant la série A, ça faisait partie des trucs qu'on expliquait. Oui, bien sûr, je déménage. Je sais pas, tu veux... Ouais, moi, je vais rebondir là-dessus. Donc moi, je suis arrivé il y a 4 jours à San Francisco. Énorme claque, comme beaucoup, quand on est français et qu'on n'est jamais venu. Et donc, j'ai rencontré plein de locaux, en fait, des Américains, et aussi des entrepreneurs français. Et
il y a une conversation que j'ai adorée avec une fondatrice française qui s'appelle Anto, ou Anto pour les intimes. Enfin, je sais pas. Lago. En vrai, Lago, exactement. C'est le vietnamien et elle nous a expliqué comment son prénom se dit et je ne saurais pas le restituer, donc je ne vais pas le refaire. Mais en tout cas, donc Anto, c'était la VP Growth chez Conto. Elle était dans les premières employées. Elle était très forte sur ces sujets. Et il y a un truc qui m'a marqué, c'est que donc elle avait un peu de la famille aux États-Unis, mais elle avait pas monté la boîte aux US. Et elle a à un moment croisé Paul Graham, qui est donc le fondateur de Y Combinator. Et bon, ils échangent sur Lago et Paul lui dit mais pourquoi t'es pas venu avant en fait? Et là donc Anto lui répond un truc genre c'est la vie quoi. Enfin je veux dire tournure de vie c'est comme ça quoi. Et elle s'est sentie vachement mal. Elle s'est dit mais putain mais oui en effet pourquoi je suis pas venu avant? Et donc moi ma question c'est je sais qu'il y a un mouvement en ce moment d'entrepreneurs français assez massif. Je pense que c'est dû à YC et plein d'autres choses qui ont envie de venir entreprendre aux US. C'est aussi parce qu'il y a plein de pognon en ce moment ici. Bien sûr, mais je sens quand même que c'était plus dur à l'époque. Tu vois, je sais pas, c'est peut-être une intuition qui est basée sur très peu de données, mais tu vas nous dire. Mais est-ce que on peut encore se lancer sur le marché américain après avoir lancé pendant des années sa boîte française, ou est-ce qu'il faut en fait, dès que possible, dès le dépôt de capital, ou même avant, s'enfourer aux US. Ouais, exactement. Je sais pas, pour Lago a fait YC, donc elle est passée un petit peu dans la même histoire. Après YC, ils ont décidé de retourner en France. Non, c'est pas ça. C'est que c'était la période de pandémie. Ouais. Et donc, c'était en mode remote. Ouais. Donc, à l'époque, pendant toute la période pandémie, ça faisait aucun sens de venir ici. Non. Ouais. Après, ils ont probablement trop attendu. Là, elle a déménagé, je crois que c'était plutôt cette année. Il y a 6 mois, là. Ouais, il y a 6 mois. Elle aurait pu venir il y a 2 ans. Mais, ok. Et Nico, est-ce que tu crois pas qu'il y a eu aussi, à post-pandémie et pendant la pandémie, aussi cette sorte de mythe qu'on puisse créer maintenant des boîtes de n'importe où, ouais, bien sûr. en anglais, sans être forcément dans la Silicon Valley, que la Silicon Valley n'est pas un lieu, n'est qu'un mindset, et qu'on pouvait exercer ce mindset depuis partout. Je vais te donner 2 réponses. La première, c'est oui, évidemment. T'es en pandémie, tu peux travailler de partout, donc il y a plein de gens qui l'ont fait. Et 2, c'est un peu contre-intuitif, mais en fait, non. Je me rappelle avoir discuté avec des entrepreneurs qui ont déménagé pendant la pandémie. En tout cas, à l'époque, c'était impossible de bouger, mais tout se faisait encore sur Zoom. Et ils ont complètement changé une fois qu'ils sont déménagés. Parce que une fois que tu étais là, même si tu es encore à faire tes meetings sur Zoom, donc techniquement, c'est la même chose. Tu es encore dans le même setup. Le fait d'être là, c'est comme si t'es passé de Division 2 en Ligue 1. Tu vois, tu te sens différent. Tu agis différemment, tu t'entoures différemment. Enfin, ça te change toi-même, même avant d'être en personne avec des gens dans le même meeting. Et donc, du coup, en fait, j'aurais pensé dire, même pendant la pandémie, ça avait une valeur de venir ici. En fait, Jean, là-dessus, j'aimerais bien que tu me parles sur justement cette. Qu'est-ce que ça change vraiment dans ta tête de vivre ici et de penser entrepreneur et product depuis ici? Alors, en plus, moi, je suis parti d'ici. Ouais. Pendant la pandémie, pendant 1 an et demi, je suis parti et je suis revenu. Ok. Et je suis complètement d'accord avec ce que tu disais. C'est dans le sens où je suis revenu parce que on commençait à grandir vraiment énormément. Et en fait, ici, t'es un small fish, quoi. Et du coup, t'es entouré de personnes qui vont te tirer vers le haut, et vont te donner des feedbacks que tu n'auras jamais autre part. En France, t'as pas ce genre de feedback. C'est juste ça, quoi. T'as vite fait d'être un géant au pays des nains, quoi, c'est ça? En fait, non, t'as très peu de personnes qui ont réussi à scaler, quoi. C'est juste ça. C'est pire. Ton cercle d'amis, c'est des amis qui probablement ne sont pas fondateurs. Ouais. Statistiquement, tes amis, c'est des gens que tu as rencontrés à l'école, ou ancien boulot, et ils comprennent pas ce que tu fais. Quand ils vont venir t'inviter à aller boire un verre le vendredi soir et que tu leur dis « Ah, je suis désolé, je bosse », ils vont pas comprendre. Ils vont te dire « Mais t'es fou. T'es ici, les gens te comprennent. » Ils comprennent, ils savent ce que c'est qu'une start-up, c'est leur milieu, c'est l'industrie locale. Ouais. Tout le monde. J'ai une anecdote là-dessus. Dimanche dernier, il y a Michel Meyer, je le salue, qui est une légende dans la tech française. C'est lui qui a créé Multimania à l'époque. C'est un de nos business angels. C'est un de tes business angels. C'est un bon chien truffier. Et aujourd'hui, il bosse chez Meta. Et donc, il est venu manger à la maison avec sa femme, Barbara. Et les filles, elles nous ont regardé, elles nous ont dit « Bon, alors, je vous préviens, on parle pas de tech. » Et nous, on était là « Non, bien sûr, on parle pas de tech et tout ça. » 20 minutes après, Michel était là « Ouais, mais quand même, les LLM, on a un putain de problème. Il faut quand même qu'on trouve un autre truc que les LLM. Là, je suis en train de bosser sur transfusion. C'est quand même vachement bien. » Les filles nous regardaient en disant « Bon, ok, c'est bon, on les a perdus, quoi. » Et il y a ce côté ici, dans la Silicon Valley, où c'est mono-industrie, comme à Hollywood, on va parler cinéma en permanence, et c'est que cinéma, ou médias. Ici, c'est que tech.
tech. Moi, je vais chez mon coiffeur. Et mon coiffeur, il me demande si j'ai acheté des actions Nvidia. Hein. Ouais. C'est la conversation que j'ai avec mon coiffeur. En fait, si tu veux, San Francisco, c'est un énorme think tank, quoi. Ouais. Et c'est ça la beauté des US, c'est que chaque ville a sa spécialité. Tu avais Détroit qui était les voitures. L'automobile, ouais. Tu avais finance, ads, c'était New York. Ouais. Et tu vois, LA et San Francisco. Ouais. Et il n'y a pas de distraction. Voilà. C'est-à-dire que quand t'es ici, Et c'est il n'y a rien non-stop. d'autre à faire. Ouais, il n'y a rien d'autre à faire. Et c'est boring. Ouais. C'est assez boring, la C'est vie à San boring. Francisco. Et honnêtement, Ouais. toi, tout le monde Socialement, voit. ouais. Socialement, c'est assez boring. Tout le monde pense aux plages de Los Angeles, le beau temps et tout. Non, à San Francisco, il y a du fog, il fait froid. Ouais. C'est pas si agréable. Moi, j'ai des entrepreneurs qui sont partis se délocaliser à Miami. J'étais très inquiet parce que je me suis dit, ils vont faire la fête. Il y a la distraction autre part. Il y a c'est ça le beaucoup problème. plus de distractions. Mais c'est en fait aussi, si tu veux, hors Covid et avec Covid, le remote, avant, quand il y avait Covid, il n'y avait aucune distraction. Ouais. Il n'y avait rien. Et si tu veux, du Et coup. c'était normal. Et on était là, nous. Du coup, bah le oui, c'est remote normal. marchait. Ouais, ouais. Mais au moment où tu recommences à mettre toutes ces distractions, Ouais. bah, le remote, ça marche beaucoup moins. Mais en parlant de ça, justement, Tim, moi, tu viens d'arriver. C'est ta première fois à San Francisco. Première fois SF. Mais qu'est-ce qui t'a pas choqué, mais disons, qu'est-ce qui t'a impressionné le plus, là Ouais, alors ce qui est rigolo en plus, c'est que nous, on avait un biais parce que on est quand même. Moi, je vis tech à Paris, enfin, je fais que ça avec mon cofondateur qui est à Barcelone, mais on parle que de ça tout le temps. Donc, on avait déjà des insights en fait de la part de gens qui allaient régulièrement à SF, qui nous disaient tu verras. Mais quand même, en fait, t'arrives ici et tu réalises le truc. Et moi, je vois ça vraiment comme un Disneyland de la tech. Et en fait, dès que tu sors de l'aéroport, déjà, t'es entouré de panneaux publicitaires. Déjà, ça m'a choqué, quoi. sur la T'arrives, one-on-one? vas-y, Zo, Trello, machin, Webflow partout. T'as des stations de métro, mais redesign et Webflow. Enfin, c'est lunaire, quoi. C'est vraiment, Ouais. t'as l'impression d'être sur ton écran, tu sais, sur je sais pas quel réseau social. Ouais. Et bref. Ouais. Donc ça, c'est choquant. Et après, le truc qui nous a fait beaucoup marrer, c'est on a été à Redwood City voir des entrepreneurs. Et on a pris le taxi et on tombe sur un vétéran, donc un ancien de l'armée, avec tu sais la balle de Kalachnikov, enfin pas de Kalachnikov, mais de fusil De là, qui M16. se balade sur le rétroviseur. Donc vraiment le vétéran, c'est marqué sur sa plaque et tout. Et tu te dis bon ok, on tombe chez les Rangers quoi. Et en fait, le gars, il a 60 ans, tout pile. Ultra cultivé, il nous sort Sequoia, il nous sort tous les noms de fonds, il nous parle de l'évolution de la tech et de la Silicon Valley. Mec, et je dis mais comment tu connais tout ça? Il dit bah je bouffe des podcasts de geeks à longueur de journée dans mon taxi quoi. Et là je me suis dit mais c'est moi Mais ça c'est fait, ça ça qui est fait dingue, 7 ans il que je vis pourrait- à Paris, j'ai jamais vu ça de ma vie. En fait. Il pourrait écouter des podcasts de sport Mais ou des de podcasts de n'importe quoi, politique de ou de n'importe trucs comme quoi. ça, mais en fait, il écoute Incroyable. de la tech, quoi. Donc ça m'a vraiment choqué. Après bon il y a plein de trucs, on va pas parler de toute mon expérience. Ravi de faire un retour, mais ouais ça m'a Je veux vraiment dire, choqué. de toute ton expérience, des soirées à Castro. Ah San Francisco. On n'en parle pas de ça. On n'en D'accord. parle pas, Ok, exactement. d'accord. Non, pour expliquer justement ces panneaux que vous avez sur la 101, il faut expliquer parce qu'en fait, c'est pas fait pour attirer des clients ou des utilisateurs. C'est surtout fait pour. C'est des boîtes qui sont en train de lever de l'argent ou qui viennent de lever de l'argent. Pas Et que. c'est Ah non, c'est je suis pas utilisé d'accord. pour ça. Pas que. hein. Je suis pas d'accord avec non, toi. non. Ah Parce bon que là, nous, on est en train de regarder. Ouais, Donc, je sais pas, juste tu pour tu un cherches à jour, lever j'ai l'argent, demandé, c'est ça Non, pas du tout. Alors, je sais pas le. Non. Un scoop. Vas-y, Next dis. step, c'est IPO. Hein. On va en parler de ça. Non, par exemple, c'est 40 000 $ pour un billboard pour un mois sur la 101. Ok. Et aux aéroports, c'est 100 000 $. Hein. 100 000. 100 000. Pour un T'inquiète mois pas, si tu mets ça auprès d'un investisseur, que tu as mis 100 000 $ pour un billboard pour un investisseur, jamais tu vas lever de l'argent. Hein. Attends, tu donnes un énorme, un mauvais indicateur, quoi. C'est quoi les ROI? Non, mais c'est le fait de dire il y a peu de place en fait sur ces billboards-là et Ouais, que mais tu- et c'est ça aussi Mais la compète. la target, c'est customers. Hein. Moi, j'ai vu tous les Moi, billboards. je pensais, de moi, on Brex. m'avait dit que c'était que les VC allaient sur la 101, ils passaient sur non. la route et que c'était pas mal de leur mettre Tu sais, il y a le nom de beaucoup ta de boîte boîtes sur la publiques boîte. ou presque publiques, et c'est vraiment le côté, par exemple, tu as une conférence qui est en ville, bam, Ouais. tu vas la mettre là, et Ouais, c'est ton bien audience, sûr. quoi. Ok. C'est comme ça que tu Regarde fais. Brex qui avait placardisé tous les arrêts de bus Ouais. partout. Ouais. C'était génial pour eux. Mm. Ouais. Leurs clients, c'est les startups. Ils sont tellement devenus experts, Brex, qu'ils vendent le service de mettre des pancartes et tout ça, quoi. Ouais. Parce qu'ils le font pour eux, et du coup, ils se sont dit, on va vendre le service pour nos clients, quoi. Donc, On va parler un peu clients on va parler un peu d'entrepreneuriat en 2024, savoir qu'est-ce qui a changé dans l'entrepreneuriat en 2024. Hein. On avait une question pour toi, Nicolas, avec Tim. Est-ce que vous avez updaté votre playbook chez YC ou c'est toujours le même depuis 2017 Le playbook, y a pas, si tu veux, YC évolue tous les batchs.
Ouais. Donc évidemment, ça s'update en continu. Mais il n'y a pas eu... bien sûr, il y a des choses qui ont changé, notamment l'arrivée des LLM a complètement changé l'écosystème, le type de startup qui est candidate, ce qui est possible. Donc oui, à 100%. Maintenant, YC reste YC, donc il y a plein des fondamentaux qui sont les mêmes. Et derrière, on innove constamment sur la façon de recruter, la façon de conduire le batch. Maintenant, on a 4 batchs par an à partir de maintenant. Oui, là, vous avez augmenté le nombre de batchs. Vous avez réduit la taille des batchs. Tout à fait. En fait, on a pour le même nombre de partenaires, les partenaires vont travailler 2 batchs par an et on alterne. Okay. Et l'avantage, c'est que du coup, on n'a jamais de période pendant 6 mois sans rien qui se passe. Mm-hmm. Donc ça, c'est par exemple un des trucs qu'on a changé ce batch aussi. Tous les batchs, on va changer. On a déménagé à SF après la pandémie, par exemple, c'était un énorme changement. Mm. Donc ça change constamment. Les gros trucs qui ont évolué, par contre, c'est l'arrivée des LLM. Et ça, c'est génial pour nous. Enfin, la qualité des ingénieurs qui candidatent, pardon pour mon anglais. Si tu veux, c'est vrai qu'on peut pas rentrer à YC aujourd'hui s'il n'y a pas d'AI dans ton projet? Non, mais pour moi, l'AI, une boîte là qui vient de rentrer à YC qui fait pas d'AI. Ouais, il y en a. Mais l'AI, c'est comme bio et de pharma aussi. Hein. Ouais, il y a des boîtes, il y a plein de boîtes. Enfin, il y a plein de boîtes bio et pharma qui font des AI aussi. Ouais. Non, en fait, l'AI, pour moi, c'est plus un topic en tant que tel. C'est juste, ça devient un outil. C'est comme si je disais mobile, quoi. C'est comme si c'est mobile ou cloud. Ouais. Hey, t'as une boîte qui n'utilise pas le cloud, et qui a ses serveurs chez eux, et ils s'en foutent. Bah, c'est pareil pour les AI. Tu vas faire un projet, n'importe quel business traditionnel, B2B, SaaS, si tu n'utilises pas d'AI, probablement il y a un problème, quoi. C'est l'outil qui est disponible pour toi pour faire un bon boulot. Ce serait vraiment étrange que tu n'utilises pas. Mais maintenant, c'est pas parce que tu utilises l'AI que tu vas être meilleur. Ça devient un table stake, quoi. C'est de l'eau, quoi. Ouais, exactement. Par contre, ce qui a changé, c'est la mouvance, les entrepreneurs qui viennent. Si tu veux, il y a quelques années. Ils sont différents? Ouais. Il y a 4 ans. À quoi? Il y a 4 ans, il y a 3-4 ans, c'était la grosse vague crypto. Et ben honnêtement, il y a plein de boîtes dans lesquelles qu'on n'investissait pas parce que c'était des truands. Parce que tu avais énormément de scams. Et c'était très difficile de trouver les bons. Et donc, en fait, on se concentrait vraiment sur les entrepreneurs. Est-ce qu'ils sont bons tech? Est-ce qu'ils sont bons? Est-ce qu'on leur fait confiance? Difficile. Là, c'est vraiment différent. Les meilleurs, les plus nerds, les plus techno et tout, ils sont passionnés. Pour eux, les AI, c'est le moment, quoi. C'est leur moment. On a beaucoup plus de gens qui drop out de leurs études aujourd'hui que jamais avant, parce que ils se disent, c'est maintenant ou jamais. Et cette opportunité va jamais réapparaître dans ma vie, c'est maintenant, et donc ils drop out de leur université pour créer une startup. Et donc ça, c'est génial. Enfin, c'est typiquement l'audience qu'on adore aussi. Ouais, du gros nerd. Non, c'est aussi le commitment level, tu vois, le fait que nous, par exemple, on adore les gens qui vont déménager pour aller chez nous, tu vois. Ouais. D'un coup, ils y vont, ils mettent tout sur la table, quoi. Ouais. Ah ouais, le fait qu'on soit de nouveau en personne, ça c'est génial. Toi, vous avez repris des locaux, vous êtes sur Financial District ici à San Francisco, vous avez des grands locaux. Oui, on fait. Vous avez forcé les gens à revenir. Vous avez forcé les gens à revenir. Ils sont vous êtes en train de les forcer. On a fait une annonce dans la boîte cette semaine, qui n'est pas encore publique, mais on va dans cette direction. Voilà, ça l'est maintenant, quoi. Voilà, on va plus vers un système de hub. Et notamment un hub à San Francisco, parce que Airbyte est très ancré aussi dans une fondation au niveau de l'AI, et tout ce qui est AI, ça se passe là, quoi. Et je trouve qu'avec l'AI aussi, tu as le centre de gravité de la technologie qui remonte vers San Francisco. Plus, tu vois, dans la baie, avant, à un moment donné, c'était beaucoup dans le sud, et ça commençait à remonter vers San Francisco, et là encore plus, quoi. Il y a que SF. Hein. Ouais. Il y a encore des boîtes qui sont dans la péninsule, mais ça reste très concentré sur San Francisco. Et il y a 10 ans, c'était pas le cas. Il y a 10 ans, c'était déjà en train de monter. C'était déjà en train de monter. Tu regardes les VC, ils avaient commencé à venir s'installer à South Park, là, et les VC, ils suivent les entrepreneurs. Hein, donc, Mais le playbook n'a pas changé, mais est-ce que le manifesto, tu sais, il y a le fameux manifeste de YC qui a, je crois, été plus ou moins enrichi au fil des années, si je me gourre pas. Est-ce qu'il y a des choses, tu vois, dans la manière de faire des produits qui évoluent, peut-être d'ailleurs qui n'a pas été encore complètement officialisé. Hein, on ne construit pas un produit aujourd'hui comme on le construisait il y a 10 ans. Surtout avec les AI, tu vois. Ouais, tout à fait, ça a changé. Mais c'est pas, tu vois, YC ne décide pas des trends. YC est juste aux premières loges. Tout dépend des gens qui candidatent à YC. Et en fait, c'est ce qui est génial pour nous. C'est passionnant. C'est-à-dire que tu vois le futur. Tous les batchs, tu vois le futur. Les boîtes qui font des choses. Aujourd'hui, on parle beaucoup de Voice AI, toutes ces
tous ces produits qui remplacent les call centers. Les premiers qui marchaient vraiment bien, c'était en janvier, quoi. C'était au début de l'année. Là, ça devient un peu connu et encore, les gens se rendent pas compte à quel point l'AI est meilleur que le call center. Bien sûr. Bien meilleur, surtout en anglais. En français, ça vient. Aujourd'hui, je préfère savoir que j'appelle une AI que d'appeler quelqu'un au support, quoi. Et ça, c'est ça, on l'a vu bien avant, quoi. On l'a vu arriver à OSI bien avant. D'abord, tu le comprendras. D'abord, il me comprendra. Il te comprendra aussi. Ouais. Mais alors, tu vois le futur, c'est vachement intéressant. Ça, c'est super passionnant. Ouais, c'est ouf. Mais c'est pas nous qui décidons du futur. Ouais. C'est plutôt, on voit le futur arriver à nous et c'est une position unique. On a énormément de chance. C'est vraiment passionnant tous les jours. Mais c'est un sentiment qu'on a aussi quand on vit à San Francisco. Tu prends un cruise et les bagnoles autonomes. Ouais. Et voilà, et c'est magique pour les gens qui viennent ici sur une visite d'une semaine. Et pour les gens qui habitent ici, c'est normal. Moi, ils se rendent plus compte. Ouais. Je les filme tous les jours. T'as pris un Waymo ou pas? Non, pas encore. Carlos m'a pas encore autorisé à en prendre une. Mais oui, parce qu'il y a une waitlist et tout ça. Il y a une Mais il y a waitlist. plus de Et waitlist, encore, non, là, c'est non, ouvert. C'est fini la Non, waitlist. j'ai essayé de télécharger l'app Non, Waymo c'est- sur l'App Store, je peux pas l'avoir. mais Ah, mais parce que Store t'es pas, américain, faut App Store peut-être. américain. c'est ça, C'est l'App Store américain, ouais. je crois qu'il y a C'est pas pas grave. Je vais te commander un Waymo. Merci Carlos, merci. Tu vas Tu pas viens avec faire- nous ce soir. mais Tu vas partir bien en Waymo. meilleur qu'un Uber, quoi. Non, mais c'est vrai que quand je monte dans un Uber, maintenant, le chauffeur, il m'emmerde. Ouais, t'as plus de. Je suis là, mais pourquoi est-ce qu'il est là, quoi? Qui sert à rien. Enfin, il me parle de trucs dont j'ai strictement rien à faire. Et c'est vrai que c'est terrible parce que tu te dis, waouh, en fait, et alors j'essaye de parler avec eux. Et d'ailleurs, ils me posent tous la question. Ils me disent, qu'est-ce que vous pensez de Waymo? Alors tu sens le piège. Je dis, ouais, ça vaut quand même pas la relation sociale et tout ça. Mais au fond de moi-même, je suis là. Non, en fait. Laisse-moi tranquille et en fait. Je cherche un autre job parce que je pense que là, t'es mal barré. dur. Non, mais on a l'impression effectivement à San Francisco de vivre dans ce futur. Je déjeunais à midi avec un pote qui rentrait d'Espagne et qui me disait, mais les gens en Espagne, ils sont dans un autre monde. En gros, leur problématique, c'est de savoir s'il va y avoir des boquerones vendredi soir. Et je le regardais, je lui disais, mais en fait, tu sais, moi j'étais à Paris et je m'assois sur les terrasses, je bois un café, je fume ma cigarette et j'écoute. Et c'est pareil, les conversations n'ont rien à voir avec ici. Mais en fait, c'est pas eux qui sont dans un autre monde, c'est nous qui sommes complètement dans un autre monde. On vit dans ce futur. Moi, je sais pas vous, mais en ce moment, je suis habité. Alors peut-être parce que je viens de lire l'essai de Dario Amodei de Anthropique. Sur les AI, sur le futur. Ouais. Et j'ai été pris d'une sorte de vertige proche de la nausée aussi, parce que c'est assez. Je sais pas si vous avez ce sentiment-là, mais moi j'ai l'impression qu'on est dans une phase un petit peu d'attente où on sait tous ici qu'il va se passer quelque chose d'absolument colossal. On ne sait pas exactement quand, mais on a le sentiment quand on lit l'essai de Est-ce que tu dirais pas que Waymo c'est déjà quelque chose de colossal? C'est déjà quelque chose de colossal, mais je pense que c'est juste l'appetizer. Et je me dis, mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment des fois, et ça va peut-être faire écho avec le product, que tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui n'a absolument aucun sens. Parce qu'il va se passer un truc là, et Dario lui dit 2026. Ça m'a tellement scotché que je me suis dit, putain, en fait, ils ont les GI. Je pense que tout le monde pense qu'OpenAI fait la course seule en tête. Et quand tu lis son essai, je me suis dit, en fait, ils l'ont, c'est con. Non. Non? Non. Non, je pense pas. Okay. Je pense pas, non. Mais il y a un truc, il va se passer quelque chose bientôt. Et tout ce qu'on fait là aujourd'hui. C'est quoi le bientôt? Est-ce que O1 de OpenAI c'était ce bientôt? Enfin, tu vois, ça sera jamais assez incrémental. Et oui, ça continue à progresser à une vitesse folle et ça va pas se ralentir. Ça, c'est un truc assez, quand tu penses, rien que le fait que ça ne ralentisse pas, c'est incroyable. Ça s'accélère, même. Et oui, on va avoir, là, on a O1, on va avoir un O2 dans pas longtemps et ça sera encore un step change. Donc ça va continuer. Mais je te dirais, moi, je comparerais ça à quand on a inventé les livres, quand on a inventé Internet, c'est le genre de changement. On a trouvé des nouvelles occupations, on a trouvé une nouvelle façon de s'enrichir. On est devenu de meilleurs. Un truc dont je discutais récemment, c'est que nos enfants vont être tellement plus intelligents que nous. Parce que ils vont avoir des outils quand ils vont arriver à l'âge adulte. La jeune génération aura appris avec ces outils-là. Et ça veut dire qu'ils n'auront plus besoin
C'est comme quand on n'avait plus besoin de mémoriser tout parce qu'il y avait des livres, comme quand on a la calculatrice, il n'y a plus besoin de faire du calcul mental, ça libère ton esprit pour faire autre chose. Et du coup, les gens sont plus intelligents. Et donc je pense que les gens vont devenir plus intelligents et faire plus de forme choses. d'intelligence. C'est super contre-intuitif quand même, parce que les gens justement ont peur, on entend ça beaucoup en France, de devenir des cerveaux mous, quoi. De dire en gros, Et je t'as de pense l'AI, que c'est exactement t'as l'inverse. tous les outils. Non mais c'est hyper intéressant. Parce que ça libère de la capacité pour faire autre chose. Bien sûr. Et quand on a eu les calculatrices et que les profs de maths voulaient interdire la calculatrice, parce que, attention, les enfants vont plus savoir calculer, ah oui, mais ils ont appris tellement d'autres choses grâce à ça. Toi, pareil, Internet, pareil, même l'imprimerie, quand on retourne dans le temps où les gens se plaignaient parce que t'auras plus besoin de connaître par cœur. On est un peu mémoriser. tous comme des moines copistes du 15e face à l'avènement de l'imprimerie. Où Ce qui est intéressant, c'est qu'on ne sait pas ce que ça va. je pense qu'ils ont eu ce sentiment-là de vertige aussi. Hein. On ne savait pas ce que ça allait nous permettre de faire après. Je suis un optimiste. Je sais Moi pas ce qui aussi, va se moi passer, je suis un optimiste. hyper confiant. Quand tu lis l'essai, tu te dis, il parle de concentrated century. C'est très intéressant. C'est-à-dire qu'on va être capable de faire en 5 à 10 ans ce qui logiquement nous prenait 100 ans. Et par exemple, peut-être qu'on soignera le cancer dans les 5 à 10 prochaines années. On va croiser les doigts. On va croiser les doigts. Mais il y a quand même ce sentiment-là, et je le sens avec certains entrepreneurs, qui sont un peu steamroll aussi par des annonces d'AI qui, je suppose que vous en avez plein chez YC aussi, des mecs qui montent des produits, puis bon, l'update d'OpenAI fait que leur produit est mort. Le message, c'est, hey, si tu réfléchis à ton produit, Ouais. quand OpenAI va sortir GPT-5, est-ce que ton produit va en bénéficier Ouais. ou est-ce que ton produit va disparaître parce qu'il n'aura plus besoin du produit? Choisis bien l'idée, quoi. Évidemment, si tu fais quelque chose aujourd'hui, ça fait pas de sens aujourd'hui de créer un produit qui va compenser les manques d'un LLM comme GPT. Ça n'a pas de sens. Par contre, si tu fais un ça a toujours produit été évident, Ouais. c'est pas une question juste de ChatGPT ou pas, quoi. non, C'est toujours pas été la le cas. next step d'une plateforme qui est Ouais, énorme. sauf que historiquement, les choses bougeaient beaucoup plus doucement. Oui, peut-être, mais Et donc, même t'avais sur le truc, ça une bouge niche pas. que tu pouvais t'installer et faire quelque chose de mieux que les plateformes et tout. Là, les LLM évoluent tellement vite que oui, il y a des boîtes qui peuvent se créer aujourd'hui parce que le ChatGPT n'est pas capable de faire X, Y, Z. Dans 2 ans, elle aura disparu parce que, évidemment, la techno évolue tellement vite. Par contre, si ton produit qui utilise de l'AI va juste devenir encore meilleur quand l'AI va progresser, c'est un produit d'avenir. Est-ce que l'AI est un outil dans ton produit, une interface dans ton produit ou ton produit? Et c'est pas, je pense que c'est pas la même approche, quoi. Ouais, après, ça dépend. Est-ce que tu es un outil au-dessus de l'AI? Est-ce que c'était, parce que les gens qui font des modèles, il n'y a pas de souci. Ouais. Enfin, ils sont en concurrence, mais. Il y a un truc que j'aurais voulu aborder avec vous qui est l'évolution des métiers avec ces sujets d'AI en fait. Il y a beaucoup de fantasmes là-dedans et je vais vous expliquer pourquoi je vous pose cette question. Hier, j'étais au Lenny Summit et il y avait un talk qui est Lenny probablement... Rachitsky, alors, Lenny Rachitsky, donc, qui est fait cette le plus newsletter gros product. créateur de contenu sur le product management. C'est 850 000 subscribers. C'est genre le plus gros Substack au monde. C'est énorme. Et donc, il fait son premier événement hier. Donc il y a 1200 personnes et il y a plein de talks dont CPO d'Anthropic, CPO d'OpenAI, des gens comme ça et aussi des intervenants très produits et une personne qui s'appelle Claire Vaux, VO, son nom de famille, qui fait un talk sur l'AI et comment l'AI va transformer les métiers du product management. Ouais. Donc on peut parler de product ou d'autres métiers, peu importe. Et elle est très radicale. Alors forcément, elle est là aussi pour faire un talk qui choque les gens, mais nous, on a interviewé une dizaine de personnes sorties de ce talk qui étaient assez choquées par le truc et plutôt embarquées. Et j'aimerais avoir votre avis sur ce que vous voyez peut-être, donc toi, chez Airbyte, ou peut-être ce que tu vois dans des boîtes, peut-être Algolia, t'as encore un peu d'infos ou ailleurs, sur est-ce que vous pensez que tout ça, c'est court-termiste? Est-ce que ça va prendre du temps? Alors pour expliquer, elle explique très simplement que le product manager est mort. Est mort, voilà. Bon, c'est product C'est-à-dire- management is dead. C'est forcément la phrase d'attaque, Ouais. d'accroche, pardon. Mais bon, on en pense ce qu'on veut, quoi. Et ravi d'avoir votre avis là-dessus. T'es pas product manager, toi? Vous avez été head of product tous les deux. J'étais je me head suis of renseigné. product Pour très peu de temps. Chez pour moi. Dassault, pas longtemps. Et Juste 6 mois, c'est Il y a je sais pas si huit ça ans, compte. voilà. Ouais, tu vois ce que c'est quand même. Voilà, alors du coup, moi je te dirais, quelle est la fonction première du product manager? Et déjà, je sais pas quelle est la définition en France, mais je me rappelle à l'époque, il y avait beaucoup de project management inclus dedans. Et On va en alors parler. que je trouve que ça devrait pas en faire partie du tout. Le rôle pour moi de product manager, c'est t'as un flou et c'est regarder, en fait, éclaircir le flou, quoi. Enlever le brouillard. Et donc, ça va être sur les calls avec les customers, tout ce genre de choses. Et Mais ça, l'AI va le faire alors, très bien. hein. l'AI, bah oui, l'AI, Gong, ce genre de choses, tous les feedbacks, essayer de les prioriser. Si tu as en plus
nous, dans notre équipe produit, on a donc les PM, on a design, on a aussi data et support. Parce qu'on trouve que, en fait, tous les feedbacks du support reviennent au produit. La data, ils peuvent aussi leverager mieux. Et donc, la data va être connectée, c'est sûr. Maintenant, avant qu'on arrive à de l'interprétation automatique de la data pour relier ça à des feedbacks et tout ça, ça va prendre du temps. Hein. Donc d'outils, ça y est en ce moment, mais c'est pas simple. On n'est pas les GI encore là. Voilà, non, voilà. Ouais, mais enfin, moi j'ai vu des trucs qui sont quand même assez bluffants. J'avais Mélie Djabri de Revo PM dans Silicon Carnet qui m'expliquait un truc. Il me disait, nous on a des clients, ils ont 5000 feedbacks utilisateurs par semaine. Hein. Ouais. Mais non, mais bien sûr, ne serait que le volume de données fait mais est-ce que tu vas et la avoir... classification, elle est voilà, super smart. Donc hein. c'est un outil pour le PM. Ouais. Ouais. Tu vas pas recruter 50 PM pour traiter ça. Non. Tu vas utiliser ton PM, tu vas lui donner des super pouvoirs, et donc il va devenir bien meilleur grâce à l'AI. Ouais. C'est juste le métier qui évolue. C'est Oui, pareil mais pour les devs. tu vas en recruter moins du coup, c'est-à-dire que T'en as besoin de moins, Ouais. c'est vrai, c'est Ouais. sûr. mais la fonction ne va pas disparaître. C'est ce que La je- fonction va pas disparaître et on voit ça. Moi, je vois plus ça avec les devs, puisqu'on investit dans les boîtes tellement early stage que les PM, c'est un peu pas le problème à ce moment-là. Ouais, c'est pas... Par contre, dev, beaucoup. Et oui, aujourd'hui, les AI rend les devs, leur donnent des super pouvoirs et ils deviennent 10 fois meilleurs. Ils peuvent aller beaucoup plus loin sans avoir besoin de recruter. Mais quelque part, je te dirais le cloud. Quand le cloud est arrivé, t'avais plus besoin de gérer tes serveurs. Ouais. Ça t'a donné Et les les DevOps boîtes. n'ont pas disparu. Voilà. Ils n'ont pas disparu. Il y en a C'est beaucoup devenu moins. un nouveau métier. DevOps, c'est devenu un métier. Avant, Ouais. c'était juste main dans le cambouis, quoi. Ouais. Les devs, une boîte maintenant peut avoir 10 personnes et faire 100 millions d'ARR. Non, pas encore, mais on y vient. Parce que ces devs auront des super pouvoirs. Est-ce qu'ils vont disparaître? Non. Mais ceux qui vont être contre ces outils-là, ceux qui vont être réfractaires à changer, eux, par contre, vont perdre leur job. Exactement. Et c'est ça le truc, il faut que tu adoptes, tu testes, tu sois hyper curieux. Parce que, en fait, sinon, je suis désolé, mais moi, typiquement, je serais pas intéressé de te recruter, quoi. Mais je trouve que ici à San Francisco, ne pas le faire, ça serait un manque de jugement terrible. Mais quand je rentre en France, j'en vois plein qui sont à des années-lumière en fait. Il va falloir qui que tu se posent fasses ces un questions, podcast hein. pour leur dire quoi Non, faire. par exemple, je te donne un Faut exemple. qu'ils écoutent Clé de voûte. Hein. Là, on recrute un VP marketing chez nous. Donc, je vois plein de marketing leadership, des profils comme ça. Et il y en a plein où je vois, mais une de mes questions, c'est clair, comment vous testez, qu'est-ce que vous faites au niveau de l'AI? Et il y en a plein où je vois ils font que le one-on-one, quoi. Ouais, c'est des lapins avec les yeux dans les phares. Et alors que le marketing, dans 2 ou 3 ans, va Ah, ça, c'est énormément changer. Ouais. Comme le produit va énormément changer. Et donc, il faut que tu sois ahead of the curve, quoi. Et il y a un truc que j'ai remarqué moi cette semaine. Donc c'est marrant ce que tu disais, c'est que effectivement l'aspect project management du métier en France, il reste encore un peu là. Honnêtement, ça a vraiment évolué. Ouais. Mais nous, on a pris une claque sur la perception du product, du métier de product aux US. Par contre, un truc sur lequel on était hyper positif avec David, mon cofondateur, c'est que sur les sujets d'AI, la compréhension et les questions qui se posent en ce moment, je trouve qu'en vrai, on n'est pas à la ramasse du tout. Alors, je sens que ça expérimente beaucoup plus vite aux US, ce qui fait que je sens que l'écart va se creuser bientôt. Ça, c'est mon intuition. Mais par contre, je trouve que les questions qui sont posées dans l'écosystème tech et produits, très produits pour moi, parce que c'est ce que je connais bien, sont franchement les mêmes, quoi. On voit bien qu'on est encore sur des sujets de comment est-ce qu'on fait pour éviter les hallucinations quand on met un truc en prod, comment on fait pour sécuriser les résultats, quand on met en prod une fonctionnalité basée sur IA, etc. Et ça, je sens que c'est pas encore complètement résolu. Mais combien, aux US, quoi. peut-être la question à se poser, c'est combien sont en prod ici versus en France? Exactement. Non, mais c'est clair. En fait, comme ce truc vient d'arriver et vient de se démocratiser, je pense que il faut un peu de temps pour que les gens se fassent des convictions et réussissent en fait à bien utiliser. Mais le côté sympa, c'est qu'on est tous à un pied d'égalité finalement. Oui, exactement. Parce que ces produits sont disponibles pour tout le monde partout. Ça, je trouve ça hyper positif en fait pour l'Europe, quoi. Alors, on va voir. Puis il y a quand même il y a des belles boîtes à Paris, même Mistral dont tout le monde parle, est à Paris. Enfin, il y a quand même des belles choses qui sont à Paris. Après, si tu compares Paris avec SF, évidemment, c'est pas comparable. Et c'est quoi votre opinion là-dessus d'ailleurs sur Mistral? On entend un peu de tout, quoi. Des gens qui sont très fiers, très contents, et d'autres qui se disent, écoute, Mistral, c'est impossible de concurrencer ce qui va se passer aux US. Je sais pas si vous avez un avis là-dessus. Tranché d'ailleurs. Moi, j'aime beaucoup, moi. Ouais, je sais pas. J'aime beaucoup, mais. Non, mais tu l'aimes beaucoup, mais est-ce que tu J'aime beaucoup l'utilises? l'approche. Non, mais j'aime beaucoup leur approche stratégique. Non, mais c'est ça le problème. C'est-à-dire que quand je pose la question, quand tu regardes les chiffres, c'est utilisé par 1% des projets aujourd'hui. C'est pas Mistral qui est utilisé. C'est un super projet, mais c'est pas utilisé. Ouais, je sais pas comment juger ça. Toi, je peux pas aller trop. Je sais pas comment ça, qui les utilise, dans quel Qu'est-ce que t'aimes? Alors, en fait, je sais pas ce qu'ils font ici, mais si j'étais eux, je serais
implémenté ici, Bien sûr. et je serai dans tous les hackathons, et je les sponsoriserai à fond pour être l'outil standard pour tout ce qui se développe. Aujourd'hui, c'est plus Llama aujourd'hui ici. Voilà. Exactement. Les gens ne connaissent pas Mistral. Enfin, ils connaissent, mais ils vont avant tout utiliser Llama. Ils ont la brand awareness, c'est sûr, mais je suis d'accord avec toi. Ils n'ont pas le momentum. Ils n'ont pas du tout le momentum, et le cela momentum, dit, il vient d'ici, Ouais. en fait. Ouais. Cela dit, on a eu l'équipe Mistral qui est venue parler. Enfin, on a fait un micro-event à YC il y a quelques mois. Dans l'audience, il y avait pas mal de gens qui avaient testé Mistral. Ouais. Donc c'était avant que Llama 3 sorte, je crois. Donc après, ça bouge en fonction des derniers modèles. Les gens sont pas vraiment fidèles à leur modèle, hein. Qu'on soit clair. Le prochain Ouais, ils modèle, testent différents ils trucs. testent, ils voient ce qui ils marche testent mieux. constamment, Ouais. surtout en open source. Après, tu as tous les gens qui vont juste utiliser OpenAI parce que c'est plus simple et verront plus tard. Mais pour ceux qui sont déjà en train d'utiliser l'open source, ils vont switcher d'un modèle à l'autre assez facilement. Alors Mistral, j'aime beaucoup l'approche. Je pense qu'ils auraient dû venir ici et faire la levée de fonds ici, ça ne serait pas passé de la même manière, quoi. Ils auraient eu beaucoup plus de potentiel s'ils avaient levé d'ici. Il y a un sujet de Parce genèse, là, pour le coup. Il y a une histoire qui fait qu'ils sont restés en Europe. Hein. Ouais, mais tu vois les la idées sont valo à issues laquelle de- tu vois la dilution qu'ils ont pris, ils auraient pas pris ça ici. Mm. Mais ils ont été victimes aussi du fait que c'est devenu un projet politique, Mistral. Il fallait avoir un acteur sur l'IA en France. Le politique en avait besoin. Mistral. C'est les fondateurs qui ont pris leur décision. Ouais, le bien respect. Ouais, c'est clair. Je veux pas. C'est clair. la Après, faute du on peut président. refaire on l'histoire, verra. on sait jamais, ouais, c'est clair. L'idée est issue des cofondateurs d'Alan, il me semble, en tout cas d'un espèce de consortium avec les cofondateurs d'Alan qui avaient très peur justement que tous les développements de LLM soient uniquement Attends, basés aux US. Donc, est-ce que c'est une bonne chose pour la France? Ah, Oui, je- c'est une je- bonne chose pour la France. Ouais, probablement. Clairement une bonne chose. Absolument. Ouais. Ça, c'est une C'est super génial. bonne nouvelle pour la Et France. ça reste une très belle boîte. Et, Ouais, c'est honnêtement, fou ce qu'ils font. Ouais. honnêtement, oui, ils ont uphill battle pour pouvoir se C'est battre ça, le contre les Américains. Ça, c'est vrai. Mais c'est super qu'ils existent et qu'ils soient là et qu'ils progressent. Ça reste quand même l'une des boîtes qui a réussi à avoir des modèles avec le minimum en termes de ligne. Ils ont réussi à faire chaque dollar à donner beaucoup plus de résultats que ce qu'ils donnent ici. Hein. Ah, non, c'est clair. Mais du coup, est-ce qu'ils peuvent pas garder leur identité française et faire une antenne, tu vois? Ils ont ici, des gens aussi. Ils ont des gens ici. Ouais, ils ont créé Bon, un bah, peu très plus tôt bien. dans l'année. Ça, c'est parfait. Ils ont, je sais pas, une petite équipe, une quinzaine ici. Depuis, ça a peut-être grossi, mais. Ouais. Bon, ben. Quand on préparait cette émission, j'ai posé à notre communauté chez Silicon Kernel, Hacienda, la question, quelle question vous voudriez poser à Nicolas et à Jean. Et notamment, il y avait beaucoup de questions sur le sujet de la fin du product manager et la présence de l'IA. Et il y avait une question que je trouvais très intéressante, c'est que cet usage de l'IA qui se systématise dans la fonction produit, est-ce que finalement, ça va pas retirer un petit peu d'innovation et de créativité? C'est-à-dire qu'on voit des produits de plus en plus qui se ressemblent les uns les autres. C'était déjà le cas avant. Ouais, c'est déjà le Au cas contraire, avant, c'est vrai. Ouais, tu vas avec le libérer la créativité des gens du produit. Parce qu'ils auront moins de tâches techniques à faire, puisqu'il y a les frambois. Ouais. Ils ont plus d'espace mental pour la créativité, justement. C'est peut-être ça qui va être libéré, des neurones vont être disponibles Donc pour ça. penser à d'autres... Imagine, tu peux avoir une réponse à tes questions beaucoup plus rapidement. Ouais. Voilà. Tu vas faire beaucoup plus de choses. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, beaucoup de gens pensent que l'IA va les remplacer et que du coup, ils vont plus rien avoir à faire et qu'ils vont pouvoir... Alors, pour les plus optimistes, ils se disent, je vais pouvoir aller à la plage et faire du vélo. La vérité, c'est quoi? C'est que si tu as du temps qui se libère, tu vas utiliser ce temps-là pour continuer à bosser et à aller plus vite et à faire plus de choses. Hein. C'est juste, effectivement, à la place d'avoir 3 PM, tu en auras un seul, quoi. Soit tu as un seul PM, soit tu fais 3 fois plus de choses. Voilà. Et donc, tu itères 3 fois plus vite et donc ton produit va s'améliorer beaucoup plus vite et tu auras des meilleurs produits. Ouais. Et je pense qu'en France, ça va avoir un impact énorme parce que, comme tu disais, Jean, à nouveau tout à l'heure, le métier aujourd'hui, de manière générale, les PM sont vraiment des gens qui sont très proches des devs. Ils sont plutôt vus par les comex de boîte, les dirigeants, comme étant des gens qui sont là pour spéquer, pour faire de la spécification, afin d'alimenter les devs. Et donc, le fait, je pense que c'est une partie qui, pour le coup, va être très impactée par l'IA. Et donc, ça peut peut-être leur permettre d'aller sur des chantiers un peu différents, parce qu'il y a un gros travail en France de compréhension du métier à faire auprès des dirigeants de boîte, et les PM morflent beaucoup, hein, parce qu'eux, ils comprennent ce qu'ils doivent faire, mais ils n'arrivent pas à faire leur rôle en réalité. Je pense qu'il va y avoir un autre gros changement. C'est qu'avec tous ces outils d'assistants de développement, les PM vont être capables de créer plein de prototypes.
Ouais, Ils ça, vont c'est plus vrai. dépendre des devs Ouais. pour implémenter leur prototype. Ils testeront beaucoup plus. Ils vont être capables de faire un prototype en une journée. Et donc, leur idée, ils la testent, elle est en prod, elle est disponible. Et après, les devs vont la reprendre pour celle qui marche. Ouais. Et donc ça, par contre, en termes d'itération, c'est pas 3 fois plus vite, quoi. Bien C'est sûr. 50 fois plus vite. Ils ont Et- plus de dépendance aux devs. Après, alors moi j'ai une autre approche côté produit, Ouais. c'est que une théorie, c'est que au final, si tu veux résumer une société, tu as l'engineering et tu as les sales. Et le reste, c'est du support des deux. Ouais. C'est le revenu et le produit, au final, qui crée le produit. Et du coup, le produit, chez nous, par exemple, j'avais dit qu'il y avait data, support bon, design, mais il y a aussi product marketing. On met pas le product marketing au marketing. Pourquoi? C'est en faisant ça, le produit est très impliqué vis-à-vis des sales. En fait, on réduit la distance, on veut toujours réduire la distance entre engineering et sales. Et du coup, si, dans le même sens que tu dis, au final, avec les AI, tu vois, tu peux encore plus réduire, quoi. Parce que dans un monde idéal, sales est directement relié à engineering. T'as un Bam, produit, c'est parti, quoi. le sales le vend et le reste c'est du gras. C'est pas du gras, mais ça sert les deux fonctions au final. Ce qui est intéressant dans ce que tu disais, Nicolas, tout à l'heure aussi, c'est que je l'applique pas simplement au product. Je pense qu'on va arriver dans un monde aussi où on sort d'un monde qui a été très verticalisé avec des fonctions et dans des organisations très matricielles où j'étais directeur financier, j'étais directeur marketing, j'étais dans les sales et je ne fais que des sales, je fais que du marketing, je fais que de la finance, etc., etc. Et je pense que l'IA va créer effectivement un monde où un financier va pouvoir utiliser des agents, voire presque même développer des trucs avec ces agents. Et donc, on va être dans des organisations beaucoup plus autour de projets, avec des agents, d'autres personnes, et qui va permettre de créer des organisations moins matricielles, plus orientées projet. Et est-ce que vous le voyez aussi sur les startups? Parce que ça a libéré, là, les vagues de licenciements. Beaucoup de product people se sont fait virer dans les vagues de licenciements. Ouais. Donc, du coup, est-ce que vous, chez YC, vous voyez aussi plus d'applications, plus de gens de ces product people qui développent des nouvelles startups, des nouveaux Je pense que projets? oui, mais je pense pas qu'on est encore au niveau que je décris. C'est-à-dire que je pense pas qu'une personne qui soit que product puisse créer une startup et créer le produit par lui-même et ne pas avoir besoin d'une équipe dev aujourd'hui. On n'y est pas, et je pense qu'on n'y sera probablement jamais pour un produit de qualité. Je pense que ce que ça va libérer, c'est plus l'expérimentation. Tu peux avoir le MVP, tu peux avoir la version, la V0 du projet qui va te permettre de prouver ton hypothèse. Et ça, tu peux en faire une par jour. Alors que normalement, ça va te prendre un mois à chaque fois de demander à ton équipe dev qui va marcher à venir à reculons. Oui, mais tu penses product, big product, mais imagine, il y a plein de services online que tu peux créer aujourd'hui. Mais ça, c'est Comme déjà... tu crées du e-commerce, quoi, hier, quoi. On est passé à une époque où mais il n'y a plus besoin de dev pour faire un e-commerce. mais ça, on les voit pas aussi, ça. Ouais. Ça, c'est des side projects ou les lifestyle business. Super, respect, j'adore, mais c'est pas des projets qu'on va avoir à WC. En tout cas, c'est pas des projets dans lesquels on va investir. Oui, mais pour la civilisation et l'humanité en général, je pense que c'est ça, c'est ce qu'on va voir. C'est-à-dire, t'as une idée. On avait déjà ça beaucoup avec tous ces petits projets SaaS, abonnements qui allaient faire peut-être 100K de revenus dans l'année, peut-être 200K dans l'année. Ces petits projets, mais qui apportaient une valeur à quelqu'un, à un ensemble de personnes. Il y avait déjà beaucoup ça. Ça va continuer et il y en aura encore plus parce que c'est des gens qui n'ont pas de capacité de développeurs seront capables de construire ces projets. Tu sais, dans la marketing stack, tu as 20 000 outils, quoi. Ouais. Là, c'est encore bien pire. Ouais. Et dans ce cas-là, tu as un vrai challenge de comment je sors du lot. Quelle est ma défensivité? Quel est mon vrai asset? Parce que si c'est facile de reproduire, du coup, est-ce que c'est la technologie ou tu crées une communauté qui fait que tu sors du lot? Nous, tu vois, dans notre domaine, on a de plus en plus d'outils, c'est vraiment bondé, mais on est sorti du lot par l'open source, quoi. Ouais. On en parle justement un petit peu de ça, de l'open source. Monsieur. Ok. Parce que ils font un peu référence Airbyte dans le monde de l'open source. Oui. C'est carrément. Je sais pas, moi, je peux pas juger. Tu vois, ils le disent, donc je suis pas le seul à le dire. Mais maintenant, vous avez une valorisation qui est de 1,5 milliard. Ouais. Comment est-ce que vous allez faire, ce qui est assez magnifique pour une boîte dans le domaine de l'open source, il n'y en a pas eu beaucoup en fait, qui sont arrivés à... Maintenant, vous commencez à taper sur la voûte céleste de Platon. Là. Comment vous allez faire pour maintenir cette valorisation on garde en fait le même burn rate déjà. Mm-hmm. Et donc, on a une renouée de 5 ans. Mm-hmm. Et en gardant ça, le but, c'est d'arriver à plus de 100 millions de revenus
dans les 3-4 ans, quoi. Parce que la valorisation que vous avez là de 1,5 milliard, elle est indexée. Est-ce qu'elle a été indexée sur le revenu ou est-ce que c'était plus... C'était plus c'était en gros, on a gagné l'open source. Le TAM est énorme. Donc le potentiel est énorme. Et maintenant, ce qu'on construit est quand même, c'est de l'infrastructure. Explique pour ma mère qui t'écoute là, ce que fait Airbyte. Je sais pas si Alors pour ta mère, je dirais en gros, toutes les boîtes ont énormément d'outils et tous ces outils sont Et vous savez pas, ça se trouve ma mère c'est une grosse développeuse. Bon, je recommence. D'abord elle est pas grosse. Et maintenant avec les AI, elle peut faire mais ça se trouve c'est une putain de geek. Si ta mère est une geek, on fait de l'open source data integration. Okay. Si ta mère n'est pas une geek, c'est pas une geek. Bon. En gros, en fait, tous les outils que tu utilises, et tu en as de plus en plus dans chacune des boîtes, ce sont des silos de données. Et en gros, à un moment donné, tu vas vouloir la consolider dans un data warehouse ou quelque chose comme ça, pour faire de l'analytics, pour faire de l'opérationnel, pour faire de l'AI éventuellement. Et ben nous, en fait, on fournit tous ces connecteurs de toutes ces sources vers faire circuler la data. Aujourd'hui, on a commencé comme ça. Maintenant, pour nous, c'est la première étape. Deuxième étape, c'est dire, en fait, on va faire dans l'autre sens. Et en fait, on veut couvrir tous les types de data pipelines, c'est ce qu'on dit. Tu dois bouger, dois donner d'un point A à un point B. On est là. D'accord. Et ça, avec l'AI, c'est génial. Parce que l'AI, tu peux pas faire, s'il n'y a pas de data, il n'y a pas d'AI. Hein. Et il faut que la data soit bien structurée et tout. Donc, c'est notre deuxième plus gros marché. D'ailleurs, le marché de l'AI est déjà plus gros que la data integration. Ça monte le wind qui pousse. Notre marché de la data était là, le marché de l'AI, il a fait d'un coup. Allez, c'est bon. Donc là, pour maintenir votre valorisation, il faut faire un chiffre d'affaires de 100 millions, c'est ça? Ah, plus même, ça dépend de la croissance que tu as. Mais là, pour l'instant, on est bien parti pour. Et voilà. Et puis, ça se trouve, on fera une série C pour préparer une IPO, soit on fera l'IPO avant, on verra. Ouais, donc j'ai définitivement loupé un truc. Ok. T'avais une question à Jean, je suis déprimé, si tu peux reprendre le relais. Ouais, juste 30 secondes. Avec grand plaisir. Il y avait une question d'ailleurs, je crois que c'est de l'Hacienda aussi, sur la construction de produits open source, en particulier la contribution qu'ont les gens. Il peut y avoir un phénomène d'essoufflement quand tu as des contributeurs qui sont toujours un peu les mêmes sur techniquement le fait de grossir un modèle open source. Est-ce que tu peux nous dire des choses là-dessus, peut-être pour répondre à cette En général, qu'est-ce que vous leur donnez tu peux parler d'Airbyte. Écoute, tu peux faire deux takes, Airbyte et en général. Tu leur donnes des petits canards en plastique. Qu'est-ce que tu fais pour les mettre en place? Bien sûr, tu as tout ce genre de choses, les swags. Et en fait, si tu leur donnes beaucoup d'intention et d'engagement, ils vont rester et ils vont adorer. C'est une relation qui se construit au fur et à mesure. Mais nous, on a la chance que, si tu veux, là où l'open source marche super bien, c'est tu as un gros overlap entre l'utilisateur et le contributeur. C'est le même personnage chez nous, c'est le data engineer. Deux, nous, en fait, tu as et bien sûr que ce personnage soit un développeur. Hein. Le deuxième qu'on a, nous, c'est en fait, c'est la contribution open source, c'est surtout sur les connecteurs. C'est pas sur la plateforme. Et du coup, tu n'as pas besoin d'avoir de construire beaucoup de knowledge, de connaissances de la plateforme avant de contribuer, quoi. N'importe quel contributeur qui arrive au bout du deuxième jour, c'est bon, il peut avoir Ils ont une bonne incentive de créer leur propre connecteur quand il n'est pas supporté encore par la plateforme. Exactement, en plus. Donc l'utilisateur lui-même va contribuer. Mais juste pour rebondir là-dessus, ça c'est une exception. Je pense que Airbyte c'est une exception. Exactement. Je pense que la plupart des projets open source, les contributeurs extérieurs, ils n'existent pas. Okay. Ou très peu. Ils sont très rares. Et en fait, c'est l'équipe du projet, c'est la boîte qui va faire quasiment tout le code, mais open source, que les gens puissent voir, qui crée de la confiance, qui crée de l'awareness, c'est un go-to-market plus qu'une façon de créer le produit. Et qui peut être un argument commercial. Je connais bien notamment les fondateurs de Strapi. Ils ont réussi à se développer commercialement dans des grandes boîtes grâce à ça, en fait. Ouais. Si tu vas te parler à Strapi, je pense pas qu'ils aient beaucoup de contributions externes. Ouais, il faudrait en parler ce soir. Du coup, nous, on a un énorme network effect, si tu veux. Ouais. Et en plus, la partie connecteur, c'est une grosse value proposition pour les enterprises, les grands groupes, quoi. Donc c'est parfait pour nous. Mais je suis d'accord avec toi, on est vraiment une exception, quoi. Il y a tellement de modèles open source différents, mais Airbyte pour moi c'est une exception. Et c'est une très belle exception. La façon dont vous avez créé le projet marche bien. Et justement, en parlant d'IA, est-ce qu'on commence à voir des contributeurs qui sont purement synthétiques dans le monde de l'open source ou on n'en a pas vu. Ouais. Mais comment est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez, par exemple, d'avoir des agents intelligents au sein de votre code qui sont
Alors, qui ont Alors, été traînés sur votre code selon vos directives. Mais ça n'a rien à voir avec l'open source. Non. Non, Ça mais peut être dans n'importe quel code base. Ouais, absolument, pas sûr. mais qui vont faire des contributions sur. C'est-à-dire qu'en gros, cette contribution, elle vient d'un humain. Cette contribution, elle vient d'une IA. Alors nous, c'est pas comme ça. En fait, alors on a lancé la 1.0 il y a un mois. Dedans, on a lancé le marketplace où tu peux publier très facilement ton connecteur pour tout le monde. Et depuis, on a à peu près, on va avoir plutôt le premier mois, on a 100 connecteurs qui vont être créés. Ouais. Et on a lancé en même temps un AI Assistant. Donc c'est l'AI qui va te pré-construire ton connecteur. Donc tu as juste à mettre le lien de la doc c'est API. cool, ça. Ouais. Et bim, il le préconstruit. Et pour chaque, en fait, tu as plein de fields. Et en gros, pour chaque field, on a 80% de success rate. Donc, en un coup, tu as 30% de success rate à peu près. Mais ça veut dire que, en fait, c'est un assistant qui va te permettre de le faire C'est ça, c'est plus un assistant, Voilà. ou tu appelles ça parfois un copilote Exactement. ici. Mais après, ce que j'ai pu voir dans certaines boîtes, où tu as l'IA qui va faire sa pull request elle-même, Ouais. ça, c'est plus pour les petites features ou les trucs à débugger. Ça marche assez bien pour ce genre de situation assez restreinte. Les tests. Créer des tests avec les highway. Oui, ça, on le Ça fait. marche très Ça, bien. vous le faites. Ça, on le fait. Ouais. Ouais. Et après, être capable de créer une application, un produit complet, From là, scratch. on est encore au balbutiement. Ouais, Enfin, tout à fait. on arrive à faire des applications très simples, mais des choses complexes, c'est assez difficile. Et sur l'IA, vous avez une idée de quand on pourra dire, c'est dur hein, comme question, Ouais. que justement l'IA est généralisée dans l'usage dans toutes les boîtes. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même, ça navigue. Ça dépend des boîtes, là. Ouais, ça pourrait être évidemment, aujourd'hui. c'est pour ça que la question est dure. Mais bon, là, on est entre nous, on est tous dans la tech. À nouveau, il y a ce biais de dire, c'est comme tout à l'heure, tu disais, SF, c'est nous qui sommes spéciaux par rapport au reste du monde. Est-ce que vous avez une idée, vous, ou Je pose la question, là, toi, j'ai été super surpris à quel point ChatGPT est utilisé par tout le monde. Et donc, je pourrais presque dire que c'est déjà généralisé à ce niveau-là. Ok, C'est intéressant. déjà généralisé, c'est clair. Ouais, ok. Je pense Alors, pas que c'est comme si ça. tu considères que poser une question à ChatGPT, c'est de l'AI. Il y a beaucoup de jeux aussi avec ChatGPT. Il y a quand même beaucoup de gens qui y vont pour s'amuser un peu, etc. Non? Ouais, j'imagine. mais, Moi, je trouve pas ici. Hein. Ok. Ouais. À nouveau, ici, je parle généralisé, c'est. Ouais, non, mais généralisé même en France, J'avais même pas même en compris. français. Vous pouvez jouer à quoi? C'est clair. Tu joues en utilisant ChatGPT pour, tu vois, demander des trucs, je sais pas, dire des conneries, envoyer un message à des collègues de manière d'accord. machin, tu vois. Pas dans un usage Ouais. professionnel, tu vois. Moi, ça m'arrive beaucoup de jouer avec. En vrai. Bah, écoute, Non. Ouais, non, j'ai jamais fait ça. Même non sur plus. des cas perso, etc. Mais pas non, forcément perso, pro. oui, Ouais. mais Non, mais t'as un contrat à relire, tu le donnes à oui. ChatGPT, quoi. Ok. Et il va faire un meilleur boulot que toi. Enfin, en tout cas, il peut te résumer un truc qu'on se rend pas compte. On pense beaucoup à ChatGPT en génération de texte. Mais en fait, ce qu'on se rend pas compte, c'est qu'il est extrêmement bon à lire. Bien sûr. Et c'est la lecture qui est le super pouvoir. Et t'as des dizaines et des dizaines de pages. Tu demandes un résumé, mais c'est incroyable ce que ça arrive à faire. Et ça, dans le milieu professionnel, t'en as besoin tous les jours. C'est quoi votre cas d'usage, peut-être à tous les deux, chacun individuellement Dernier cas d'usage qui vous a marqué un petit peu, qui vous a fait marrer, que ce soit avec ChatGPT ou autre chose d'ailleurs. Chose, cas d'usage. Un effet wow un peu, ouais. Écoute, j'ai parlé avec une boîte juste avant de venir qui s'appelle Sync, qui fait un modèle de lip syncing. Donc tu donnes une vidéo, tu donnes un track audio et te fait parler la personne exactement avec la langue que tu veux et tout. C'est génial. Ouais. Et c'est une boîte du batch de l'hiver dernier. Ils font leur propre modèle. J'ai une histoire sur ça. Vas-y. J'ai un bon pote qui s'appelle Vincent Luciani, qui est le CEO de Artefact en France, donc qui est très dans l'écosystème data et AI. Et j'ai vu une vidéo de lui sur YouTube. Il avait un anglais parfait. Et je peux te dire qu'il a un accent énorme. Et je lui ai dit, mais comment t'as fait, quoi? Et il m'a dit exactement. Exactement ça. C'est impressionnant. Mais t'as aussi les Français de Argile. Je sais pas si vous les connaissez. Ils vont te prendre un avatar de toi. Donc ils te scannent et après ils te font dire ce que tu veux. Et Gen fait ça super bien. C'est un concurrent de Gen. Ouais. Et ils sont super bons. Et c'est des Français qui sont, je crois qu'ils sont partis à Paris. Ils ont fait le dernier batch. Incroyable. Non, ce qui est vraiment intéressant avec l'AI, c'est des fois tu vas trouver un outil et il te unlock tout un usage tout à fait, en quelques minutes. Ouais. Et d'un coup, la productivité a pris un coup, quoi. Ouais. Et c'est ce côté, tu vois, non, c'est juste discret, quoi. Bam. Un des exemples, parce qu'on parlait, nous, on fait beaucoup de YouTube vidéos. On a trouvé un outil qui permettait de prendre n'importe quelle vidéo et faire des shorts et optimiser, et même les ranker. Voilà, ça c'est la meilleure, mais il y a plusieurs approches. J'en ai vu, il y en a plein. Ouais. Et punaise, maintenant, les shorts, on fait que comme ça, quoi.
C'est pas encore évident de trouver les bons passages que tu veux quand même, mais par contre, si tu dis, écoute, je suis assez souple sur ce que tu vas me montrer et que tu le laisses faire, en 5 minutes, c'est fini, quoi. Challenge, tu peux faire ça avec cette vidéo et on verra ce que ça donne. Exactement. Moi, j'ai Notebook qui m'a impressionné récemment sur un usage textuel. Moi, j'ai une newsletter à côté et je lui ai envoyé 12 transcripts de podcasts parce que je savais que ces podcasts avaient un sujet commun qui était le scale d'équipe produit. Et t'envoies dans Notebook, en fait, il cherche directement les passages qui sont intéressants. Tu lui dis, donne-moi tous les conseils livrés par les CPO sur le scale d'équipe produit. En 5 minutes, il m'a sorti tous les conseils classifiés avec surtout des boutons pour que je puisse, une fois cliquer dessus, trouver la source en fait, pour s'assurer en fait, vérifier très vite qu'ils disent pas de conneries parce qu'il y en a quand même beaucoup qui disent des conneries. Énorme effet wow pour moi. J'ai évalué au fait que si j'avais écouté les 1h30 d'épisode x12 plus drafté derrière, c'était au minimum 20 heures de boulot. Ouais. Là, franchement, j'ai pris 4 heures, le temps quand même de me remettre dedans et tout, quoi. Donc, x3 en productivité. Moi, je l'utilise aussi comme sur Silicon Carnet, c'est mon assistant de prod. C'est-à-dire que je lui dis, bah voilà, j'ai lu cet article, il y a cet article, qu'est-ce que tu penses qu'on pourrait en parler dans Silicon Carnet? Et il est entraîné, ce qui est dingue, c'est la mémoire qu'il a. Il sait ce que Silicon Carnet, il connaît le ton, et il est capable de me répondre, ouais, ça pense que ça ferait un bon sujet, ok, donne-moi un lancement. Il va écrire un lancement. Bien évidemment, mais ça me fait gagner un temps pas possible en termes de lecture et de préparation. L'année prochaine, vous êtes remplacé par des AI agents. Bouge pas, Lenny Bot. Donc, Lenny Rachitsky, il va avoir son bot. Alors, c'est pas un bot juste textuel, tu peux l'appeler, tu parles avec la voix de Lenny, et il a envoyé toutes ses newsletters. Il a entraîné sur toute sa donnée. T'as Lenny qui te répond au téléphone. C'est marqué un faux numéro de téléphone et tout. C'est hilarant. On dirait un WhatsApp, mais de Lenny, et tu l'appelles, tu passes 1h30 avec à parler de produits, quoi. Ouais. Alors moi, j'y crois pas du tout à ça. C'est-à-dire que je pense que justement, on va être entouré de contenus générés par intelligence artificielle. On va en avoir plein à profusion et c'est très bien et c'est génial parce que la désinformation. Oui, il va y avoir des c'est le côté obscur de la force. Là, effectivement, sur les fake news et sur la désinformation. Mais on va être tellement submergé de contenu synthétique que justement l'humain va aller chercher le côté authentique, unique et authentique. Et au contraire, je pense que c'est c'est comme dans la poterie, c'est ce petit détail que je ne crois pas, c'est d'être remplacé par un agent. C'est ça que tu veux dire? Ouais. Je pense qu'il y aura toujours. T'as complètement raison. Je pense qu'on va aller chercher l'authenticité, on va aller chercher l'humain parce que l'humain deviendra rare et d'autant plus valuable. Est-ce que Zara a remplacé Christian Dior? Non. On va devenir des objets de luxe. Mais t'as déjà cette aversion. Nous, on voit, quand tu crées un article, on écrit beaucoup d'articles auprès des développeurs, et t'as une aversion énorme, et ils identifient directement quand même un peu d'AI. Aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui. Mais voilà, c'est ça. Il y a un an, alors ton draft, c'est évident que c'était AI written, mais maintenant, ça devient de plus en plus dur. Et en fait, tu vois la qualité évoluer en un an, tu te dis, mais ok, dans 2 ou 3 ans. Les podcasts générés là, avec les voix qui se répondent. C'est incroyable. Tu mets le lien de ton site internet pour les gens qui veulent faire l'expérience. Et nous, on a une landing page, on n'a pas de site complet. Il te fait un dialogue sur le site, mais mieux que toi. Quoi. Cela dit, j'ai mis mon relevé de compte. Et c'est hallucinant. C'est une conversation passionnante. J'ai vachement plus d'argent que je pensais. Carlos, il dépense vachement en machin, je pense qu'il devrait faire un peu attention. Par contre, je le trouve vachement économe. Mais cela dit, au bout de 10 fois, c'est un peu répétitif. C'est toujours le même style. Mais l'effet, c'est l'effet qui est rigolo. Je suis d'accord. Ma fille en 6e, elle devait faire un haïku. Tu vois, c'est marrant. Et à partir du haïku, il devait le mettre sur ChatGPT pour créer une chanson. Et après, utiliser un outil AI pour créer des paroles de chansons et créer une chanson à partir d'un autre outil AI. Vous avez essayé Sonos? C'est Sonos, je crois. Nous, on l'utilise avant. Et là, tu te dis, mais punaise, les musiciens, quoi. Ouais. Et tu vois, l'art, même, qu'est-ce que ça va être? À mon avis, il y aura l'art et ce sera créé par un humain, voilà, cette personne, et ce sera le. Je pense que c'est aussi le projet de Stan Atlan, de valider le fait que c'est créé par un humain, quoi. Ouais. C'est un vrai humain, c'est pas un agent. Ouais. Il y a un moment, on va en avoir besoin. Ouais, non, c'est clair. Mais bon, c'est intéressant. Enfin, c'est intéressant. Ça, on pense au côté un peu négatif. Ça reste un peu négatif. Là, on est un peu dystopique. Mais ça va aussi arriver avec plein de choses très positives. Et je ne sais pas encore exactement ce qu'on va vivre. C'est ça qui est aussi excitant. Ouais.
T'as d'autres questions sur le product? Moi, alors, sur le product, non. Par contre, question un peu plus générale sur France-US. On y était au début et je sais qu'il y a plein de gens qui voulaient savoir ça. C'est quoi votre avis sur ce qui se passe en France en ce moment? Donc, c'est bien parce qu'on a une vision qui se passe en France en ce moment? JEII, par exemple. d'un point de vue tech. Alors, pas forcément ça, parce que ça, c'est un peu le truc, tu vois, mais. Déjà, il genre- sait même pas. Il dit JEI, c'est si. JEI. Si, jeune entreprise innovante à impact. Ouais, exact. Ah oui, c'est les nouveaux trucs. Maintenant, Bah il faut mec, être t'es à pas à impact. jour, hein, t'as pas. Si, tous les jours, je me suis en train de me battre avec eux. Je leur dis, jeune entreprise innovante à impact qui porte, je sais pas, des chaussures de couleur blanche. Enfin, ça devient n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Tu connais des philanthropistes Ouais. qui sont devenus millionnaires après, c'est ça? Ouais. On va pas rentrer dans ce débat-là. Je m'en suis pris plein la gueule avec ça. Non, parce qu'on était un peu des radicaux. Alors, pour un Français, je pense, qui écoute se dire, ouais, faut que je passe à SF maintenant si je veux monter une boîte, etc. Mais qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est quoi votre regard là-dessus sur l'écosystème tech français, la tournure qu'il a prise sur ces 5-6 dernières années, parce que ça a évolué? Il est beaucoup mieux aujourd'hui qu'il n'était quand on a créé Algolia. Enfin, c'est Ouais. le jour et la nuit. Donc, je trouve ça génial. Maintenant, est-ce qu'il va jamais égaler SF? Non. Et Ça, donc, c'est même pas la question, effectivement. ouais. mais- Mais ça veut dire quoi pour moi? Ça veut dire que si tu es français et que tu crées une boîte dont le marché est français, des Alan, tu parlais d'Alan, Doctolib, Payfit, génial. C'est beaucoup plus facile de créer aujourd'hui, tu as beaucoup plus de soutien. Ouais. Si tu es français et que tu crées une boîte qui a vocation globale, Pas à rien à moins, foutre là-bas. à moins que tu aies d'autres raisons de là-bas, ça peut être une contrainte familiale, ça peut être ton partenaire, ça peut être n'importe quoi. Mais autrement, faut venir ici. Mais par Alors- exemple, Alan a une vocation globale. Ils viennent d'arriver au Ouais, Canada. mais ils ont créé avant tout, ils se sont développés au niveau, enfin chaque. C'est du multilocal. Ouais, C'est pas du c'est global. multilocal. C'est-à-dire, ils ont commencé en France avec des réglementations françaises. Oui, Enfin, c'est-à-dire c'est qu'ils très s'adaptent à chaque local. pays à chaque fois, ouais. Ils avaient besoin d'être là, local, pour être capable Ouais, de réussir. S'ils étaient venus ici, ça aurait été beaucoup plus difficile de réussir en France. Et le marché était gros déjà en France. Ouais, et rien que voilà, ils sont à combien? 500 millions, je sais pas trop quoi là, c'est énorme. Après, moi, je ferais une différenciation entre B2B et B2C. Par exemple, t'as Photoroom, où t'as, en Ouais. fait, Mais la location de la boîte. j'aurais à moins tendance de- à te challenger là-dessus. Est-ce que Photoroom aurait été meilleur ici? Moi, je pense que oui. Bah, ils ont quoi, 150 millions de downloads? Ouais, mais est-ce qu'ils en auraient pas beaucoup plus ici s'ils étaient? Je sais pas, Et j'ai pas pourquoi la ils sont réponse. restés en France d'ailleurs, parce qu'ils ont fait YC, il me semble, Photoroom, non? C'était Même batch que nous. Et Ouais, c'était pandémie, Ah ouais. non? Moi, je suis investisseur chez Photoroom. C'était Bien joué. Ok. Super belle boîte. Hein. Belle boîte. Mais c'était quel batch? Alors, ils ont voulu faire W20, ils ont pas Ouais, pu, donc ils ont été créés en milieu de la pandémie, donc ça n'avait Ouais, en aucun plein sens de milieu. venir ici. Mhm. Donc je sais pas s'ils voulaient ou pas, mais une fois qu'ils avaient Ils- créé ils- en 2020 en France, à Paris, et T'avais qu'ils pas ont le choix. recruté des équipes, c'est super difficile de bouger. Ouais. Mais Même s'ils ont une Mathieu, le structure CEO, ici. oui, il s'est posé la question, effectivement, Ok. de venir ici. Mais au ils final, passent un peu plus souvent, Oui, ils je passent les plus vois souvent. de plus en plus souvent. Ouais. Je sais Ok. pas ce qui. Mais c'est intéressant ce que tu dis et il faut rappeler aux gens que il y a des problèmes et des boîtes locales à créer qu'on peut régler avec de la technologie, des Et problèmes locaux. il y a des gens qui peuvent avoir des idées. Enfin, tu peux créer une boîte globale. Toi, j'ai mon. Je sais pas si vous connaissez Florian qui a créé Dataiku. Ouais, Oui. Dataiku, qui est un géant, qui est énorme, il est encore basé à Paris. Ouais. Donc, il y a des boîtes globales à vocation internationale qui sont encore successful à Paris. Maintenant, est-ce que si Ils ont Florian des avait bureaux, déménagé, il aurait aux été US, meilleur ouais. Tu vois, pour des raisons familiales, il n'a pas déménagé. Enfin, il préférait rester à Paris. Bah, Mhm. Super. Il y Et il a aussi fait un des- boulot de fou. Ouais. Et une boîte comme Content Square, par exemple. Ils ont encore beaucoup d'équipes à Paris. Le CEO et la CPO, Lucie Ouais. et Jonathan, sont à New York. Ouais. C'est une boîte qui s'est développée aux États-Unis après quelques années, il me semble. Je connais pas l'histoire par cœur. Mais Je bon, connais j'ai pas l'impression que très c'est. Tu Non, mais ils sont Non, je connais pas américains, très bien, ils regardent le monde depuis les tu vois, États-Unis. tu vois le. Ouais. Non, clairement. Après, t'as Ils sont aussi pas dans plein la de boîtes. Tu prends Datadog, ils ont été créés aux Ouais. États-Unis, ils ont créé un bureau à Paris après. Ouais, c'est vrai. Tu vois, ils ont quelque part à un moment ils reviennent dans l'écosystème. Je pense que c'est vraiment le focus go-to-market et avoir aussi du leadership au niveau produit et engineering ici, quoi. Et après, par contre, avoir des équipes en France, c'est même un asset. Ouais, après, il y a Time Zone. Oui, il y a les time zones. Alors nous, notre plus gros bureau a toujours été à Paris, à Algolia, et c'est génial. Enfin, on a réussi à recruter des très bons ingénieurs là-bas. Probablement, on aurait plus de mal ici. Ouais. Mais 9 heures de Ouais, c'est time beau. zone différentes, ça c'est le gros challenge. Et c'est vraiment ce que j'ai entendu un peu des deux. Le fondateur de Screen, Pierre, avec son premier PM à l'époque qui s'appelait Arnaud, Ouais. ils ont fait YC en breton. Ouais. Et donc Arnaud, moi je l'ai vu dans le podcast il y a 3 ans au tout début, je crois que c'est mon 2e ou 3e épisode. Et il me racontait un peu ce qui s'est passé à YC, c'est-à-dire il y avait une partie de l'équipe à Paris, une Ouais. partie en Californie. Donc du coup, ils jonglaient, c'était nuit et jour. Quoi. Ça allait C'est très, très assez rigolo, j'en parle de temps en temps avec Pierre, et en fait on n'a pas le même avis là-dessus. Ah. Lui il considère que c'est un avantage de pouvoir faire 24/7, Ouais. quoi. Et moi je considère que c'est
considère que la plupart du temps, c'est un désavantage. C'est mieux de Pourquoi passer quand j'ai des équipes françaises qui ont déjà des équipes. Toi, dans son cas, Pierre, Screen était un peu plus gros que la normale des boîtes YC, et du coup, ils avaient déjà des équipes. Ces boîtes-là, je leur conseille de bouger tout le monde ici pendant le batch, parce que tu peux itérer beaucoup plus vite. Pendant le batch. Pendant le batch, bien sûr. Si t'as une boîte, je sais pas combien ils étaient, mais si t'as déjà 5, 6 employés à Paris, c'est difficile de les relocaliser. Ouais. Par contre, pendant le batch, tu les fais venir pendant 3 mois. C'est une expérience inoubliable. T'as une émulation, à Algolia, on a fait x10 en vitesse, quoi. On a loué une baraque, à l'époque, c'était dans la baie. On avait loué une baraque à Menlo Park, on était 6. J'allais me coucher, quelqu'un qui bossait encore, je me levais, quelqu'un bossait déjà. Comme la vie est boring, il y avait que ça à faire. Ouais. Alors, on n'a pas fait grand chose d'autre pendant le batch, ça c'est sûr. C'est vrai que les chiffres sont hallucinants. Tu disais sur le podcast que j'ai écouté, tu rentres, vous faites 4 000 euros d'MRR, c'est ça? Vous sortez à 14. Ouais, l'ordre de grandeur. Et à la fin de l'année, de YC, vous êtes à 1 million d'ARR. Ouais, on était un peu plus, 100 000 MRR, donc 1,2 million. Incroyable la vitesse. Hein. Ouais, comme tout des US, c'est quand ça marche, ça marche. Ouais. Non, mais là, c'était plutôt culturel. C'est le fait d'avoir bougé tout le monde ici, ça crée la culture de la boîte. Ouais. Et après, quand t'as des gens qui nous ont rejoints, après, on est retourné à Paris. Et même quand on était 6, quand t'as numéro 7 qui arrive, il s'adapte à un rythme. Et ça lui paraît normal. Alors que quand t'es juste 2 cofondateurs et t'as pas eu cette expérience commune, et t'as beau être à fond en tant que cofondateur, c'est plus difficile d'avoir cette osmose avec les employés, d'avoir une culture d'équipe complète, c'est un peu plus difficile à créer. Alors que si t'as vécu ça ensemble, t'as juste à garder le rythme. Par rapport à l'histoire de Screen, il y a aussi quelque chose dont on parle pas, ils avaient un product market fit en France, et en venant aux États-Unis, ils se sont rendus compte que non, c'était pas le cas aux États-Unis. Les besoins étaient différents, ils ont dû repenser le produit pour l'adapter aux États-Unis. Et donc si tu commences en France, il faut aussi, c'est pas parce que tu as le PMF en France que ça va être le cas ici. Il y a l'inverse aussi, des gens qui n'ont pas le PMF en France qui viennent mais aux c'est US moins, dans ce cas-là, tu vois, le marché est pas aussi, c'est pas la même chose, quoi. Heureusement, j'ai une boîte dans le batch en ce moment, dont je peux pas nommer parce qu'ils sont pas encore publics, mais qui vient de France et qui avait une première traction en France. En France, leur challenge, c'était d'éduquer. Boîte AI, évidemment. Ils devaient éduquer leur marché, que les AI, ça allait changer la donne, que ça allait les aider. Ils viennent ici et non, mais je comprends. Mais comment tu différencies par rapport à X, Y, Z qui sont leurs compétiteurs? C'est fou. Ils sont un an en avance par rapport à ça. Comment est-ce que les founders se rencontrent aux États-Unis? Que veux-tu dire? C'est-à-dire comment ils se mettent ensemble les uns les autres. En France, c'est beaucoup des gens qui ont fait des écoles similaires. Ouais, c'est pareil. C'est pareil ici. Pareil, collègues, école, amis d'enfance, ça peut être n'importe quoi. Tous c'est les soirées, parce qu'il y a Oui, pas de mais soirée. tu peux aussi avoir. Alors, c'est pas vrai. À SF, il y a plein de soirées. Ouais, c'est que des meet-up tech. Voilà. Meet-up à Caton. Meet-up à Caton. Et honnêtement, c'est souvent une perte de temps pour les fondateurs de faire ça. Mais, Intéressant. Non, mais dans la Silicon Valley, il y a aussi des startups qui sont tellement grosses, par exemple des gens de chez Uber qui vont se rencontrer chez Uber et après travailler créer ensemble. Ouais. Et créer ensemble. Et ça, c'est un truc qu'on voit un peu moins. Ça commence juste. J'ai rencontré mon cofondateur au boulot. Ouais, chez Exalid. Avant ça, chez Thales. Ok. Il y a des petites mafias Exalid, maintenant. c'est vraiment. l'une des ça seules commence, boîtes françaises qui a eu vraiment une mafia, quoi. La mafia Exalid, ouais. En fait, Exalid, c'est bien et pas bien. Honnêtement, je sais pas. Dans l'univers d'assaut, je sais pas. Mais ce qui était génial avec Exalid et un peu pas forcément génial au bout du compte, mais c'est que ils avaient cette tendance à recruter des gens super smart et les laisser réinventer la roue. Réinventer la roue, c'est pas une bonne idée. Non. Mais les gens très mais ça crée des fondateurs. Et ces gens super smart, ça attirait ce genre de personnalité. Et donc ça a créé énormément de startups après. C'est marrant, j'ai eu la même discussion avec Pierre Bétoin de Screen par rapport à Apple. Parce que Apple, ils n'avaient pas de product manager. Et du coup, les ingénieurs et tout ça, ils devaient se débrouiller avec les designers. Et au final, en fait, tu as beaucoup de boîtes de fondateurs qui ont été créées comme ça, quoi. Intéressant. Bon, on arrive un petit peu à la fin de cet épisode. Moi, j'avais une question pour vous individuellement. C'est quand est-ce que vous rentrez en France? En été. Je rentre pour Noël. Je parle définitivement. Vous êtes posé la question ou pas? En été. Qui rentre pas. Déjà, bon, j'ai 2 enfants. On va faire jusqu'à la terminale ici. Et après, on verra. Et tu les as mis au lycée français? Voilà, bien sûr. Faut jamais dire jamais, mais c'est pas prévu pour l'instant. Et en plus, si vous êtes français, venez ici, vous avez des enfants,
il y a le lycée français avec le Dad's Club, la communauté est de malade. Il se passe des trucs au Dad's Club. Ah, il y a des dont on ne parlera franchement, pas. c'est génial. Quand vous dites qu'il n'y a pas de soirée à San Francisco, il y en a. Ah, il y en a. Que des mecs français. Ça se passe Faut très, aimer, très faut aimer le bah, l'atmosphère. Et il n'y a pas que du saucisson, apparemment. Bon, bon, toi, tu rentres quand? Bientôt? On rentre, alors dimanche, on part à New York, 4 jours. Et Ouais. après, on rentre la semaine prochaine. Et puis, on a déjà prévu de revenir assez vite là. Ouais. T'as déjà prévenu de Ouais, revenir. ouais, c'est en fait ce qui se passe pour nous en 3 jours est juste hallucinant sur ce qu'on fait sur le média, sur la boîte. Il y a des réflexions qui sont nourries. On a tout enregistré, tous nos échanges. Donc on a vraiment ce truc de, on va mûrir un peu ça. Et ça d'ailleurs, c'est une reco que je fais C'est à quoi tous les gens qui viennent ici. Vous prenez les petits micros et vous les mettez sur les gens que vous voyez. Vous vous dites, vous inquiétez pas, on verra ce qu'on fera avec. Mais c'est hallucinant de le faire. Tu peux maintenant donner ça à une AI qui va te dire Voilà. les insights clés. Exactement. Ce que d'ailleurs Alan fait depuis des années. Les fondateurs font ça. Ouais. Alors, j'ai une question, ça veut dire que tu penses à bouger Stellar ici? Compliqué pour l'instant, je pense. Alors nous, on a repéré un truc pour tout vous dire, c'est qu'on pense qu'on n'a pas de marché sur notre business aux US. Ouais. Par contre, ce qu'on pense faire, c'est pousser de l'expertise américaine en Europe. Ouais. C'est Ok. ça qu'on a conclu cette semaine, qui est un virage pour nous en vrai, même si ça paraît pas comme ça. Mais c'est un truc qu'on a déjà validé en fait. Bon, bah écoute, on te souhaite un retour, Merci. On se revoit vite, Carlos. un bon retour. Ouais, bah, je viendrai vous voir Avec à plaisir, Paris. Et avec puis, plaisir. tu viens à San Francisco quand tu veux. Tu sais que tu as un studio ici. Ah, bah, Tu vois, il y a de la écoute, lumière, il y a des caméras. il est mieux qu'à Paris, Des hein. micros. Voilà, c'est parfait. Qu'est-ce qu'on vous souhaite, les gars? Jean? Santé et succès. Ouais, Pas de retour en France. pas tout de suite. Santé et succès. Santé et succès. Qu'est-ce que vous souhaitez de bons fondateurs français qui apply aussi. Ouais, parce que D'accueillir toi, avec plaisir. tu étais vraiment le magnet des Non, Français. pas tant que ça. J'en ai peut-être un peu plus en moyenne que les autres Ouais. partenaires. Parce Mais tu que, fais pas que des Français. Non, je fais pas que des Français. Il y a plein d'autres partenaires qui font des Français aussi. Ouais. Donc, Pourquoi? Parce que tu es plus focus sur le DevTool. Non, parce que quand tu, je fais, enfin, je sais pas, t'as une bonne application, t'as une application, une candidature d'une équipe française, je vais savoir mieux la lire. Ok, ok. Je vois. J'ai juste, T'as le Google Translate, tu comprends. j'ai mieux comprendre les backgrounds, les boîtes où ils ont pu avoir de l'expérience, ça peut être n'importe quoi. Et donc du coup, je me retrouve avec un petit peu plus de Français, plus d'Européens en réalité. Hein, c'est pas que les Français. Maintenant, je suis pas le seul. Tu vois, Tom, qui est le fondateur de Monzo, qui est anglais, a aussi plus de boîtes européennes que les partenaires purement américains. Ouais. Mais c'est pas un choix. Il y a pas de routing. Toutes les boîtes françaises elles viennent à moi. Non, j'ai plein de. Toi, Argile, j'en parlais, c'était pas une de mes boîtes. J'ai pas travaillé avec eux directement. C'était un autre partenaire qui les avait dans son groupe. Ok. Bon, ben merci d'être passé par Silicon Carnet et Clé de voûte. Ouais. Merci à vous. Et Merci à puis, vous. on vous souhaite plein de bonheur, plein de succès professionnel. Jean? Si je peux rajouter quelque chose, c'est Bien sûr. qu'il y a du gros positif dans la culture française à, tu vois, parler des problèmes head-on, quoi. Mhm. Et en fait, si Qu'est-ce que tu veux dire par là? Explique. ça veut dire que bah nous, tu vois, on va pas faire voilà ce qui est positif, beaucoup, et après on va parler un tout petit peu du négatif, quoi. Ouais. Il y a un très bon livre qui s'appelle Culture Map. Je vous conseille de le lire, il est vraiment génial. Le français, il va vraiment adresser les problèmes et se concentrer sur les problèmes. Et en tant qu'entrepreneur, Donc, il faut c'est toujours un vraiment très français. important. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si tu as un L'entrepreneuriat entrepreneur, est très français, a besoin d'être direct. ouais. Et du coup, si tu es un entrepreneur français qui a l'ambition, qui va le commitment de bouger ici, ben en fait, c'est une bonne combinaison, quoi. Trop bien. Donc, Merci C'est pour ce prometteur. message. Super. Merci à vous. Beaucoup. Merci. merci.